Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Enrico Letta, ancien Premier ministre italien. Monsieur Letta, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez gouverné votre pays, l'Italie, d'avril 2013 à février 2014. Vous êtes un démocrate chrétien de centre-gauche, vous êtes catholique pratiquant. Durant vos 25 années de vie politique en Italie, vous avez été député, ministre, député européen. Vous êtes, nous allons l'entendre, francophone, également francophile. Vous avez grandi à Strasbourg où votre père enseignait les mathématiques. Et vous avez toujours professé, nous allons l'entendre encore, des convictions profondément européennes. Aujourd'hui, vous dirigez à Sciences Po, à Paris, l'école des affaires internationales. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Isabelle de Gaumain pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. Alors, Monsieur Letta, je voudrais vous poser une première question. Vous avez dû quitter vos fonctions à la tête de l'Italie après avoir été mis soudainement en minorité par Matteo Renzi, votre successeur. Peu avant, celui-ci vous a adressé un texto qui aujourd'hui est devenu célèbre en Italie comme étant l'archétype de la traîtrise. Il vous a envoyé un texto qui disait « Stai sereno, ne t'en fais pas ». Lui avez-vous pardonné, Enrico Letta? On pardonne, hein. On est chrétien, on pardonne, on n'oublie pas. Mais surtout, il faut comprendre aussi la façon dans laquelle la politique change et dans laquelle, vous savez, moi j'ai été habitué aux hauts et aux bas, à la difficulté. J'ai eu de la chance dans une série de moments de ma vie politique. J'ai eu naturellement des renvers, des situations compliquées, mais si je regarde en arrière, je pense avoir eu plus de ce que j'ai donné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pensé, quand j'ai décidé de changer de vie, qu'il fallait redonner quelque chose. Et donc, je me suis engagé dans 2 activités. La première, ici à Paris, l'université, les étudiants, les jeunes. Et la deuxième, plus petite, aussi avec des jeunes italiens. J'ai créé une petite école pour des jeunes qui aiment la politique, pour les aider à comprendre mieux les politiques. Et c'est une école gratuite. Je les aide à rencontrer des profs, des gens qui... Je les amène à Bruxelles voir comment ça marche l'Europe. Ils sont 100, ils étaient 1000 à candidater. Et on a choisi 100 du sud, du nord d'Italie. Donc voilà. Donc vous avez retrouvé une certaine sérénité. Voilà, c'est exactement Très bien. ça. Une première question vous est posée par Isabelle de Gaumain pour La Croix. Oui, Monsieur Letta, bonjour. Vous êtes un Européen convaincu. Alors aujourd'hui, les Européens, en tout cas les Français, ont peur de l'Europe. La semaine dernière, un homme a attaqué un commissariat. On a appris ensuite qu'il venait d'Allemagne, qu'il était sans papier, qu'il n'avait pas été repéré. Pour les attentats du 13 novembre, on a vu aussi que les terroristes jouaient finalement entre la Belgique et la France. Alors, est-ce que l'espace Schengen vous paraît un espace encore aujourd'hui valable? Est-ce que ce n'est pas devenu une espèce de passoire? Et est-ce qu'il y a une possibilité pour les Européens aujourd'hui d'assurer leur sécurité? Enrico Letta. La question clé est que l'espace Schengen fonctionne si on élimine les frontières à l'intérieur et naturellement on gère la frontière à l'extérieur. On a éliminé les frontières à l'intérieur et on a laissé gérer chaque pays soi-même les frontières à l'extérieur. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. En plus, l'autre question, c'est que s'il y a un espace européen sans frontières à l'intérieur, il faut qu'il y ait une sécurité européenne. Si on laisse la sécurité complètement en main des différents pays, États membres, vous avez des États membres plus forts, c'est ce qui se passe et en ça ce moment, marche oui. mieux, et vous avez des États membres un peu plus faibles, plus petits, et ça marche moins bien. Vous avez des services de renseignement qui ne se parlent pas entre eux. Vous avez cité la relation entre la France et la Belgique. C'est exactement le cas. Les terroristes ont passé la frontière une série incroyable de fois. Et ils ont été contrôlés. Mais puisque les renseignements ne passaient pas, alors là, je pense que la solution, ce n'est pas d'éliminer Schengen. La solution, c'est de faire un Schengen dans lequel il y ait un contrôle des frontières à l'extérieur par une police européenne. Donc, il faut mêler les polices nationales entre elles.
il faut un FBI européen. Donc il faut une police européenne qui soit capable de gérer, de mettre ensemble les infos. S'il n'y a pas une mise en commun des infos, c'est impossible qu'on soit plus sûr. La chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a eu toute une rhétorique après le 13 novembre en disant c'est la faute de l'Europe. Mais non, c'est la faute du manque d'Europe. La sécurité a été gérée pendant les dernières années et toujours par la souveraineté nationale. Et voilà le résultat. Le résultat. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, après les attentats de novembre, le président français a dit que la France était en guerre. Est-ce que vous diriez que l'Europe est en guerre aussi ? Écoutez, je pense, le mot guerre est un mot très fort. Hein, c'est un mot qui est... Mais je pense, si je vois ce qui s'est passé pendant les dernières 72 heures entre Istanbul et Jakarta, je pense que c'est une guerre globale. Le mot guerre est très dur à employer, mais c'est très difficile. Par morceaux, comme dit le pape François. Peut-être, c'est le bon nom. Mais la question clé, c'est qu'il faut une réaction globale. Voilà, ça c'est la chose je suis sûr de ça. Et on n'a pas encore une réaction globale. On a du mal à réagir globalement, tous ensemble. On a beaucoup de différentes approches, mais on voit que ça va continuer. Et si ça va continuer, je pense que tout ça va affecter non seulement la sécurité de nos villes, de nos vies, mais ça va donner aussi un grand problème de type économique, le tourisme qui va chuter, toute une série de choses qui vont faire en sorte que la reprise même va être complètement mise en cause. Je pense qu'on ne peut pas vivre dans un monde dans lequel la sécurité ne soit pas assurée, et donc le problème existe et il faut réagir. Romain Masneau, RCF. Alors, votre pays a connu les années de plomb il y a quelques décennies. Quels enseignements, évidemment c'est tout autre chose que le djihadisme, mais quels enseignements en a tiré votre pays dans la meilleure manière de lutter contre le terrorisme ? Je pense que ce soit très difficile de faire un parallélisme, parce que les Brigades Rouges, c'était autre chose. Mais si vous me demandez une petite leçon que je tire de ces années, vous savez, moi j'ai commencé mon engagement politique par un moment symbolique qui était quand mes parents, j'avais 12 ans, m'ont amené dans les jours pendant l'enlèvement de Aldo Moro par les Brigades Rouges à voir et à, prier en Via Fani. C'était le lieu où les 5 hommes de l'escorte de M. Moro avaient été tués. Et donc, je rappelle tout ça comme l'idée qu'on puisse mourir en servant son État, en représentant son État. Donc, là, très jeune, vous avez intégré cette notion-là. Absolument, absolument. Ouais. Qu'on peut mourir pour ça et que, naturellement, pour les hommes, pour les policiers, pour les politiques, mais ma réponse à votre question, c'est que peut-être l'Italie l'a fait sans jamais laisser d'à côté les droits. L'état de droit. Je pense que ça, c'est peut-être la leçon qu'on doit tirer. On ne doit pas se transformer en état de police. On doit battre le terrorisme et les raisons du terrorisme avec notre état de droit. Ça, je pense, c'est le grand enseignement que je tire de cette petite expérience italienne. Mais je pense que c'est le grand défi aujourd'hui, parce que quand on voit que la réaction de beaucoup de monde est celle de dire prison, sanctions... perquisition, voilà, il faut... police. Voilà. C'est une grande question. Isabelle de Gaulle, oui, de ce point de vue, l'état d'urgence en France ne vous paraît pas une réponse très adaptée. On a vu que les juges européens ont critiqué la France quand même par rapport à un certain nombre de mesures qu'elle a prises. Pour vous, c'est excessif ? Je pense que l'état d'urgence, dans un état de droit, ça a un sens si c'est bref. Voilà. Ponctuel. Et donc, il faut que ce soit un état d'urgence qui termine. Et qui termine avec des faits, avec quelque chose qui se passe, qui donne l'idée que l'état d'urgence a été utile. Parce que sinon, ça se passe comme en Belgique, où on a eu cette semaine folle, voilà, dans laquelle tout s'est arrêté. On n'a pas compris, à la fin de cette semaine, ce qui s'était passé pour faire retourner les choses dans la vie normale. Donc là, il faut, je pense, que l'autorité politique soit capable de donner tout un développement des événements, et donc l'état d'urgence était absolument compréhensible. Maintenant, il faut que ça se dénoue ça se développe vers une normalité qui doit reprendre.
Alain Baron, RCF. Dans Radio Notre-Dame. Pardonnez-moi, Radio Notre-Dame. Dans plusieurs pays européens, en France, en Allemagne, au Danemark, en Pologne, en Hongrie, on voit la montée de mouvements qui sont divers, que ça peut être soit populiste, soit nationaliste, soit souverainiste. Comment vous voyez ça, vous Il semblerait que l'Italie soit moins concerné pour l'instant, mais en vérité, l'Italie aussi est concernée parce que, vous savez, on a aujourd'hui 40% des gens qui votent pour deux partis, le mouvement 5 étoiles et la Lega Nord, qui disent des choses assez fortes contre l'Europe. Qui sont des mouvements populistes, chacun à leur façon. Oui, le mot populisme est très difficile à être employé, mais hors système, disons. Et surtout contre l'Europe. Et contre l'Europe, c'est clair, contre l'Europe. Ouais. Le mouvement 5 étoiles d'une façon différente, mais c'est clair. Donc, en revenant à votre question, il y a des phénomènes différents. Ouais. Il y a un premier point, c'est le point du clivage Est-Ouest. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Le clivage Est-Ouest, on ne s'attendait pas. Au sein de l'Europe. Au sein de l'Europe. Et on voit ce que ça donne en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie. Je ne pense pas qu'on puisse accepter sans rien faire les propositions que M. Orbán ou que le gouvernement polonais maintenant vient de mettre en marche sur la question, par exemple, du contrôle de la télévision publique. Ce sont des questions qui vont contre les valeurs européennes. Donc il faut là être très dur. En plus, la question clé, c'est que l'Europe, c'est pour éliminer les murs. L'Europe, ce n'est pas pour bâtir des murs et éliminer des ponts. C'est exactement le contraire. L'Europe, c'est les ponts et c'est contre les murs. Donc là, il faut un leadership très fort. Et donc, ça, c'est un premier point. Mais l'ensemble des mouvements qui sont aujourd'hui populistes, contre, il faut aussi comprendre pourquoi les gens les votent. Les gens les votent pour, à la fin, 3 raisons, de mon point de vue. Première raison, c'est que les gens se sentent abandonnés par les élites, par l'establishment, par les tendances de mondialisation. Donc les gens disent vous devez nous protéger. Et ce élite establishment, c'est quelque chose qui est très fort en France. Marine Le Pen le dit toujours, et en Italie aussi. C'est aussi l'Internet qui donne cette idée qu'on puisse. Alors là, il faut un premier point, il faut une politique qui soit plus ouverte, plus transparente, capable d'éliminer cette idée élite establishment. Deuxième, c'est le chômage. Il faut battre le chômage des jeunes surtout. Le grand populisme dans le sud de l'Europe est surtout lié au fait qu'on a du chômage des jeunes aux 40-50%. C'est énorme, c'est terrible. Quand vous donnez aux jeunes, vous éliminez aux jeunes l'espoir parce qu'ils n'ont pas de travail, c'est fini l'espoir du futur dans nos sociétés. Et le troisième point c'est le sens d'insécurité qui est lié naturellement au terrorisme, à tout ce qui s'est passé. Alors là, il faut qu'on invente, on crée une Europe chaude qui protège. Je dis ça en sachant qu'il faut une Europe chaude qui protège, parce que une Europe chaleureuse qui protège. Oui. Peut-être chaleureuse, c'est mieux. Oui. Mais une Europe qui protège, ça veut dire qu'on ne doit pas faire passer l'idée que l'Europe est froide et elle est du côté de ceux qui gagnent avec la mondialisation et ne protège pas ceux qui perdent avec la mondialisation. Alors, l'Europe, comme elle a toujours été, elle aide les peuples en difficulté et elle aide les parties de la société en difficulté. Donc, il faut une Europe chaleureuse et une Europe qui soit en condition de protéger. Ça, c'est le défi du futur. Romain Masneau, RCF. Oui, alors vous vous êtes prononcé aussi, je crois, récemment pour une vraie agence de garde-frontière en Europe. Il y a déjà Frontex, mais qui a un budget dérisoire et qui n'a pas beaucoup de pouvoir. Ça fait longtemps qu'on entend dire qu'il faut augmenter les pouvoirs, le budget, et rien ne bouge. D'où viennent les blocages ? Bon, le blocage vient d'une idée absolument dingue. L'idée de pouvoir raconter à nos citoyens que puisque c'est l'État-nation qui gèrent la sécurité interne, ils ne sont plus protégés. Alors, c'est exactement le contraire, ce qui s'est passé même le 13 novembre. Si c'est l'État-nation, sans aucune forme de coopération avec les États-nations voisins, alors c'est la folie pour les gens. Et le sens d'insécurité est lié aussi à l'incapacité de gérer tout ça. C'est pour ça que je dis
qu'il y ait naturellement une subsidiarité, donc un travail commun entre les autorités nationales et les autorités européennes. Mais quand vous dites à une bureaucratie nationale, qui est celle qui gère les affaires intérieures, que c'est à eux et seulement à eux de gérer les choses. Et donc, il n'y a pas d'Europe là, il n'y a pas de coopération. Cette bureaucratie nationale se renferme en soi-même, elle ne parle avec personne, elle ne gère, elle ne partage pas d'informations. Et c'est ce qui s'est passé. Alors là, il faut un service de renseignement européen qui ne soit pas fait par des gens qui viennent d'hors d'Europe, qui soit fait ensemble par des Français, des Italiens, des Espagnols, des Allemands, et un service de garde frontière qui soit aussi fait par des gens... Je le sais très bien, il y a des soupçons en France comme en Allemagne de la façon dans laquelle en Italie, en Grèce, en Espagne, on gère les frontières. Alors gérons-les ensemble. Je pense que ce soit ça la réponse qui donne la possibilité. Mais naturellement, ce n'est pas seulement ça. Il faut gérer ensemble la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Il faut gérer ensemble le reste. Je pense que tout ça va aider nos citoyens à être en condition de se sentir un peu plus protégés en sachant que des instruments européens les protègent plus que seulement les instruments nationaux. Alors nous avons encore beaucoup de sujets à aborder avec vous, Enrico Letta. Je rappelle que vous avez été Premier ministre italien. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité aujourd'hui, Enrico Letta, ancien Premier ministre italien. Il est interrogé par Isabelle de Gaumain pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. C'est Alain Baron pour Radio Notre-Dame qui pose la première question. Oui, alors on ne parle plus de Lampedusa et de la crise des migrants. L'Italie est aux premières loges sur ce dossier tragique. Est-ce que l'Italie arrive à faire face? Est-ce que l'Europe est assez présente à ses côtés? Enrico Letta, votre expérience à vous? Mon expérience a été que l'Europe n'avait... Les pays européens, je dis les pays européens parce qu'on dit toujours l'Europe, en vérité, en ce cas-là, c'est les pays européens, n'avaient absolument pas conscience en 2013 quand il y a eu la première tragédie de Lampedusa. Absolument pas. Ça a été le pape qui est allé à Lampedusa, c'était son premier voyage, qui a donné une première ouverture d'attention dans les consciences du monde à ce que se passait là. Et puis on a dû faire ce Mare Nostrum. C'était seulement la façon de sauver des gens qui allaient mourir. Une opération avec la marine italienne. Qui était une opération militaire humanitaire qui avait comme but de sauver des gens qui étaient en train de mourir, de sombrer. On a sauvé des milliers de gens. Et puis naturellement d'attaquer les smugglers. On a pris, grâce à ce contrôle de la mer, un tas de trafiquants qui ont été amenés dans les prisons italiennes. On a détruit des barques, donc ça a été utile aussi contre les trafiquants. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas réellement compris que ce n'est pas un phénomène qui va passer. On va vivre pendant les prochaines 10 années avec cette mobilité par le sud de la Méditerranée, par les Balkans, par la mer. Alors là, il faut gérer la chose avec un éventail de réponses. On ne peut pas rester seulement avec la réponse ou bien sécuritaire, on ferme les frontières et reste chez eux, ou bien avec le volontarisme, on dit oh non, on les aide. J'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas avoir un débat sur ce sujet qui avait deux pôles, Marine Le Pen et le pape François. C'était une chose qui est complètement dingue. C'est insoluble. Oui. Et voilà, c'est insoluble. Donc il faut qu'il y ait une discussion sur l'éventail des réponses. Parce qu'on doit savoir, quand on voit ce que Merkel a fait en Allemagne, elle l'a fait parce qu'elle croit naturellement aux droits des réfugiés, mais elle l'a fait parce qu'elle a vu aussi les données démographiques de l'Allemagne. Que son pays a besoin. Incroyables, très différentes de celles de la France. Mais l'Allemagne, dans 10 ans, va avoir un tiers de sa population qui va être à la retraite. Donc elle a besoin de jeunes. Et la même chose, je dis, c'est pour l'Italie et pour l'Espagne. Moins. L'Italie est un pays qui vieillit. Voilà, ce sont des pays qui vieillissent. La France, moins. Mais alors là, pour dire quoi? Que premièrement, il y a un côté Méditerranée. Ça fait 20 ans qu'on a oublié la Méditerranée comme grand sujet. Alors, il y a un côté Méditerranée, il faut des efforts pour aider la partie sud
de la Méditerranée à se développer. Deuxième, il faut naturellement résoudre la question syrienne. Si on la laisse traîner comme ça, et il faut résoudre naturellement Daesh, ça va rendre ingérable tout. Troisièmement, il faut que l'accueil et l'intégration aient naturellement des droits et des devoirs. Et pour avoir des droits et des devoirs arrêtés et implemented, il faut absolument qu'il y ait des instruments institutionnels pour que ça se passe. On ne peut pas accepter que ce ne soit pas comme ça. Si je vois par exemple ce qui se passe avec ce qui s'est passé à Cologne, c'est terrible. On sait très bien que la question du rôle de la relation entre l'homme et la femme est une relation qui... nous avons des valeurs de parité chez nous en Europe que ceux qui viennent doivent accepter. C'est un des cas essentiels. Il y a naturellement, pas seulement ça, mais il y a aussi toute une série d'autres questions qui sont liées à la séparation entre réfugiés et migrants pour des raisons économiques et donc aux règles européenne, le traité de Dublin. Donc, vous voyez qu'il y a un éventail de questions, mais ce qui ne peut plus continuer, c'est de laisser traîner le sujet, de s'en occuper seulement sous les effets d'une crise parce majeure, que ça ne marche pas comme ça. Isabelle de Gaumain-Lacroix. Oui, sur l'immigration, il y a un problème homme-femme et culturel, mais il y a aussi un problème, ou en tout cas une question religieuse, on le sait bien. Mme Merkel a fait un peu de bruit dans son pays en disant l'islam fait partie de l'Allemagne. Est-ce que vous diriez l'islam fait partie aujourd'hui aussi de l'Italie et est-ce que l'islam fait partie de l'Europe ? Il est sûr que l'islam, comme les autres religions qui ne sont pas la religion chrétienne, font partie de l'Europe. L'Europe n'est pas... je dirais, l'Europe n'est pas l'Indonésie, l'Europe n'est pas l'Arabie Saoudite. C'est notre grande différence. Et on tient à notre grande différence. Mais on tient aussi au fait, et sur ça je suis assez... je pense qu'il faut être très dur dans ses convictions, que l'Europe, avec la séparation que Maritain et Mounier nous ont enseignée, c'est aussi une grande quantité de traditions, de règles liées à ces traditions, et ces règles liées à ces traditions sont la culture de l'Europe. Et ce sont des règles qui sont liées beaucoup à la tradition chrétienne. Quand je vois toutes ces polémiques... racines chrétiennes. Quand je vois toutes ces polémiques contre le presepe, comment ça se dit presepe ? Les crèches. Voilà, les crèches. Et contre tout ce qui s'est passé, contre le fait d'avoir... Bon, je pense que ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Interdire une crèche ? C'est absolument inacceptable, parce que ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine, et donc il ne faut pas avoir peur de ce qui est notre patrimoine. Ce qui ne nous empêche pas de dire que l'islam est aussi partie de l'Europe. Il faut tenir les deux bouts, là, encore. Les deux choses, en vérité, l'Europe, la grande force de l'Europe, c'est que l'Europe a toujours été une union de minorités. Et ça, c'est la chose qui rend l'Europe unique dans le monde. Et être une union de minorités, ça donne des valeurs que je voudrais que mes enfants aient ces valeurs dans leur patrimoine, dans leur futur, parce que ce sont des valeurs que seulement chez nous, en Europe, Pourquoi on a. Pourquoi l'union de minorités ? Isabelle de Gaumain. Parce que c'est le Pour seul... les Français, c'est curieux comme... oui, c'est ça. C'est le seul bout du monde où on se met ensemble en n'ayant pas une majorité qui prend les autres. Mais c'est une union de minorités. Les Latins, l'Europe du Nord, l'Europe plutôt protestante, l'Europe plutôt catholique, l'Europe saxon. Tout ça ensemble. L'Europe de l'Est qui vient de joindre. Je pense que tout ça, ça vous donne une idée de tolérance qui est une grande valeur pour le monde de ce siècle. Et c'est ça qu'il faut préserver. Et je pense que c'est une grande force de l'Europe. L'Europe doit prendre ce drapeau. Romain Masneau, RCF. Est-ce que l'Europe doit poursuivre son rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine, quitte à tirer un trait sur l'annexion de la Crimée, sur son rôle dans la crise ukrainienne ? Enrico Letta. Je partage l'idée de ceux qui ont dit que, avec la Russie, on a un problème. Et le problème est le problème des frontières,
le problème de la relation avec l'Ukraine, le problème de Crimée et de Donbass. Ce qui n'empêche pas qu'avec la Russie, on puisse discuter et même faire des alliances quand il y a des urgences dans le monde. Et je pense à Daesh. Donc il faut être assez intelligent et être en condition de ne pas considérer que l'urgence de la lutte contre Daesh doit effacer tout ce qui s'est passé en Ukraine, en Crimée, là où peut-être il faut aussi considérer qu'il y a des fautes de l'Europe, de la part de l'Europe. Il y a eu quelques fautes de la part de l'Europe. On a donné l'idée qu'on n'aurait pas réagi, peut-être. Et ça a laissé entendre aux Russes qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Je pense que ça a été une erreur. Mais d'autre côté, aujourd'hui, on ne peut pas considérer la Russie comme la Corée du Nord. Hein. Ce serait J'étais à Seattle la semaine passée pour la rencontre des écoles des affaires internationales universitaires du monde, entre nous, les Européens, les Asiatiques et les Américains. Et en discutant en public avec les Américains, j'ai entendu cette idée que la liste des 4 priorités de menaces pour la politique étrangère américaine, aujourd'hui, c'est Russie, Chine, Corée du Nord et Daesh. Et quand on m'a interrogé sur ça, je leur ai dit, écoutez, moi je pense que la liste des priorités pour la politique étrangère américaine et pour la politique étrangère européenne, c'est premier Daesh, deuxième Daesh, troisième Daesh. Si je vois la relation entre ce genre de menaces et le reste par rapport à nos vies quotidiennes, à nos sécurités. Et je pense que sur ce point-là, il faut que l'Europe soit peut-être un peu plus partante. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Alors, une autre critique qui est souvent faite contre l'Europe, c'est qu'elle est dominée de facto par l'Allemagne. Est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce que vous l'avez vécu de l'intérieur, Enrico Letta? Oui, il est clair que l'Europe de la crise économique et financière a été dominée et a été menée par l'Allemagne. Le leadership de Merkel et Schäuble a été un leadership très fort. Mais il y a un exemple, l'exemple de la Banque centrale européenne, qui démontre que quand il y a un leadership, Draghi, qui a un leadership qui s'appuie sur des convictions européennes et qui s'appuie sur un consensus politique en Europe large et qui s'appuie surtout sur le sens commun, sur le bon sens. Alors là, ça marche, même si les Allemands sont contre. Weidmann, le chef de la Bundesbank, est toujours contre les décisions de Draghi, mais il va en minorité. C'est Draghi qui gagne. Et surtout, la Banque centrale, c'est elle qui, grâce au quantitative easing, fait repartir un peu de reprise économique en Europe. S'il n'y avait pas cette initiative de la Banque centrale européenne et ce leadership de Draghi, on serait en grande difficulté. Donc, cette prédominance allemande existe. Elle existe sur le plan économique, mais si les institutions européennes sont gérées comme Draghi le démontre, et Draghi a toujours l'appui de Mme Merkel, et ce qui est très important. Mais là, le point est ce qui s'est passé pendant les derniers 6 mois. Les choses ont changé. Oui, la géopolitique et la géostratégique sont redevenues importantes au même niveau de l'économie, alors que l'économie avait dominé les précédentes 8 années. Alors, si c'est comme ça, je pense que la France reprend un rôle à côté de l'Allemagne, au même niveau de l'Allemagne. Et là, naturellement, il faut que la France joue ce rôle et joue ce rôle de leadership parce que c'est bien pour l'Europe. C'est négatif pour l'Europe d'avoir un leadership déséquilibré. Il faut qu'il y ait un leadership plus équilibré. Et la France peut aider et peut jouer un rôle très important aujourd'hui. Isabelle de Goulmin-Lacroix. Oui, et de ce point de vue-là, l'hypothèse d'un départ de la Grande-Bretagne, ça vous fait peur? Oui. Oui, ça me fait peur. Franchement, ça me fait peur. Je me bats pour ce que je peux. Je vais aller à Londres lundi 25 janvier. On va faire une discussion entre une série de personnalités européennes pour voir comment donner un message à la Grande-Bretagne pour éviter le Brexit. Mais la crainte est réelle. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus probable qu'elle sorte plutôt qu'elle reste. Si je vois les sondages, je n'ai pas de doute là-dessus. En plus, cette gestion maladroite
de la question migration dans l'Europe continentale aide M. Farage et tous ceux qui veulent le Brexit, parce que c'est très facile pour eux de dire, regardez comment c'est le chaos. Là. Alors, moi je pense qu'il y a une seule solution possible. C'est la solution, comme les Britanniques même disent, when in trouble, go big. Donc de ne pas rester à une négociation sur des petits détails. C'est pas ça. Il faut monter en hauteur et il faut passer, je pense, à une Europe à deux cercles. Et donc il faut dire aux Britanniques, vous avez raison, c'est fini le moment où, c'est fini le temps où, pour 60 ans, on a tous voyager dans la même direction. C'est une hypocrisie de dire et de penser que nous, les Italiens, les Français, les Allemands, les Espagnols, le Benelux, on a la même direction de marche que la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, deux cercles alors ? Les deux cercles. La Grande-Bretagne ne veut pas d'intégration majeure, de fédéralisme européen. Alors, je pense que les deux cercles, c'est une Europe large, avec la Grande-Bretagne dedans, qui décide de partager quelques politiques comme le marché intérieur, le commerce extérieur et d'autres, et ce serait utile de les avoir dedans, et une Europe plus étroite, les pays de l'euro, les fondateurs plus quelques autres, qui décident de ne pas avoir ensemble seulement l'union monétaire, mais aussi l'Europe économique et sociale. Parce que sans Europe économique et sociale ensemble, l'Europe monétaire ne marche pas. Ces deux choses pourraient être, comme ils disent les Britanniques, une win-win solution. Donc ça peut les aider à eux à être dedans sans avoir peur, en n'ayant pas peur d'une majeure intégration, une ultérieure intégration, mais à nous, ça va faire fonctionner l'euro, ça va faire marcher l'euro, parce que, vous savez, c'est très intéressant, les sondages en France qui disent, est-ce qu'il faut donner tout le pouvoir à l'Europe dans le futur ? 90% des gens disent non. Faut-il retourner à nos monnaies nationales ? 70% des gens disent non. Alors il faut matcher les deux choses ensemble, et il faut faire marcher l'euro, parce que sinon, ça ne marche pas. Très bien, nous allons marquer une nouvelle pause, une dernière pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui est l'ancien Premier ministre italien, Enrico Letta. A tout de suite, merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec l'ancien Premier ministre italien, Enrico Letta, qui est interrogé par Isabelle de Goulmin pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question. Alors, parmi les réussites incontestables de l'Europe, il y a le programme Erasmus créé en 87 qui permet à des étudiants, on le sait, de suivre une partie de leur cursus dans un autre pays européen. Et vous voulez lancer un Erasmus des apprentis, de l'apprentissage. Comment ça fonctionnerait ? Il faut premièrement faire comprendre aux jeunes que Erasmus, c'est l'Europe. Vous savez, pour nous tous, c'est un peu c'est normal. Mais j'ai rencontré un tas d'étudiants qui considèrent ça normal et qui ne lisent pas l'Erasmus. Ah oui, c'est pas identifié comme étant l'Europe. D'accord. C'est une relation entre universités. Bon, c'est pas ça. Oui. L'Erasmus, comme tout ce qui est marché unique, c'est quelque chose qu'on a parce qu'on a eu l'Europe, Jacques Delors, l'acte unique européen, le marché unique, le marché intérieur et tout ça. Donc, il faut premièrement, il faut du récit sur l'Europe, ce qui manque complètement. Certes. Et deuxièmement, je le fais toujours avec mes étudiants, je leur dis, écoutez, vous avez aujourd'hui Ryanair, Vueling, EasyJet. Quand j'étais étudiant, moi, ça n'existait pas, mais ça n'existait pas parce qu'il n'y avait pas d'Europe. Ça a été parce qu'il y a eu le combat contre les monopoles nationaux. Donc, mais l'Erasmus apprentissage, c'est l'idée de dire, puisqu'on a ce chômage des jeunes si haut, il faut donner une possibilité avec un aide européen, donc avec le drapeau européen, et chaque jeune doit savoir que c'est le drapeau européen qui lui donne cette opportunité, la possibilité de faire une année d'apprentissage donc un travail à l'étranger, dans un autre pays européen, avoir la possibilité de rentrer en ayant appris une langue, comment on vit dans un autre pays européen, et un travail avec donc d'autres idées qui viennent aussi d'un autre marché du travail et pouvoir rentrer chez soi avec tout ce bagage, avec toute cette possibilité en plus. Je pense que pour des jeunes qui sortent de l'université ou de l'école, c'est essentiel de ne pas faire passer des mois et des années sans avoir
expérimenter ce que c'est travailler. Ça, c'est l'expérience de l'Europe du Sud, surtout. 40%, 50% de chômage des jeunes, c'est tuer l'avenir. C'est tuer l'avenir d'un pays, d'une société, des jeunes. C'est pour ça que je dis, cette opportunité donnerait aux jeunes la possibilité d'éviter de se disperser après les études. Vous savez, dans le sud d'Italie, on a aussi le problème de la criminalité. Également. La criminalité a une grande chance parce qu'elle va chez les jeunes, elle leur dit « je te fais gagner de l'argent », alors que la société te donne le chômage. Alors il faut donner des opportunités et il faut faire reparler de l'Europe en termes d'opportunités et non pas seulement en termes de règles, devoirs à la maison et tout ça. Cet Erasmus de l'apprentissage, il est porté par des dirigeants européens aujourd'hui Et par les entreprises peut-être il y a ce grand projet que l'Institut Jacques Delors a lancé et aujourd'hui c'est quelque chose dont on est en train de parler entre France, Allemagne, on en parle à Bruxelles, on cherche, vous savez comme toujours en Europe, les choses qui ne partent pas au moment de la définition du budget communautaire, parce que l'Europe est un peu trop bureaucratique, elles ont une difficulté à trouver un lieu de naissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on est au milieu d'un budget communautaire, il faut probablement cibler le mid-term review, le moment où on va revoir le budget communautaire, parce que, vous savez, on a eu l'expérience de la Youth Guarantee, de la garantie pour les jeunes. C'était une bonne idée, donner aux jeunes la possibilité de faire un bon stage tout de suite après leurs études. Mais si on met 9 milliards d'euros pour 500 millions de citoyens européens, donc 9 milliards d'euros pour l'Europe entière, c'est nul en termes de capacité de rendre tout ça. C'est une chose que 1 sur 1000 des jeunes Européens va expérimenter. C'est pas ça. Il faut donner... je pense que c'est essentiel pour ce rebond aussi de popularité de l'Europe qui est absolument nécessaire. Alors nous avons encore de nombreuses questions à vous poser, Enrico Letta. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, pour revenir au contour de l'Europe, est-il opportun de relancer les négociations avec la Turquie ? Et la Turquie a-t-elle vraiment une vocation à rentrer dans l'Union ? Je parlais auparavant d'une Europe à 2 cercles. Je pense que l'Europe à 2 cercles est aussi la façon de donner une perspective positive à toute une série de pays avec lesquels aujourd'hui on a du mal à discuter parce qu'on a seulement ou le tout ou le rien. On leur dit ou bien vous entrez à part entière ou bien vous n'entrez pas. Et c'est le cas de la Turquie, mais j'ajoute, c'est un exemple totalement différent, mais c'est aussi le cas de la Suisse. C'est le cas d'autres pays européens. Il faut, je pense, faire évoluer les choses avec une plus grande flexibilité, imaginer un cercle large d'Europe dans lequel on peut imaginer de partager des politiques avec des pays. Même avec la Turquie. Même avec la Turquie. On pourrait associer la Turquie dans quel domaine, par exemple ? Bon, naturellement, il y a tous les domaines de la sécurité et de la gestion des migrations. Sans une gestion commune avec la Turquie, c'est de la folie. C'est impossible de gérer tout ça. Donc, on l'a vu. Hein. Merkel, la seule chose qu'elle a faite le jour après d'avoir compris que le problème était le plus grand problème des prochaines 3 à 5 années en Allemagne, elle est tout de suite allée faire un accord avec Erdogan. Il est clair que la route des Balkans, elle passe par la Turquie. Donc, il faut discuter, associer avec la Turquie, naturellement, avec nos valeurs. Et il faut être très dur sur le fait qu'on ne peut pas laisser que des choses se traînent d'une façon contraire à nos valeurs. Ça, c'est clair. Isabelle de Gaulle-Lacroix. Oui, alors dans cette Europe que vous aimez, il y a un pape qui aujourd'hui n'est plus européen. Alors vous êtes catholique, comment est-ce que vous voyez l'action qu'il est en train de faire par rapport à l'Église ? Et est-ce que pour vous, il est en train d'introduire un nouveau rapport au monde entre les catholiques et le monde ? Et est-ce que c'est stimulant comme homme politique chrétien aujourd'hui ? Enrico Letta. Bon, je pense que le pape François a bouleversé le monde des relations internationales et le monde aussi des relations entre les chrétiens, les non-chrétiens et l'Église même. Il a fait entrer l'Église dans le nouveau siècle. Et il a fait entrer l'Église dans ce nouveau siècle avec un tas de défis à soi-même, à l'institution Église. Ce sont des défis très forts. Le plus important pour vous ? Je pense que le plus important, c'est
cet aspect de miséricorde dont il parle toujours, et c'est un aspect qui est lié aux deux niveaux de l'Église, qui sont deux niveaux qui sont mis sous un défi très fort. Parce que quand je disais auparavant qu'aujourd'hui la grande discussion politique, c'est la discussion entre élite et establishment, c'est quelque chose qui touche aussi la religion et qui touche aussi l'Église. Et c'est la grande discussion entre catholiques et protestants depuis 5 ou 6 siècles. Ouais. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui touche beaucoup notre être catholique, chrétien. Le pape, il a fait le plus grand et plus beau discours européiste que j'ai jamais entendu au Parlement de Strasbourg. Lui, le premier pape non européen. Il a une capacité de évoquer des défis et de transmettre le sens d'urgence de ces défis, mais aussi de le faire avec un grand sourire. Un sourire d'optimisme sur le futur, d'ouverture. Vous l'avez connu, vous l'avez rencontré? Oui, j'ai travaillé avec lui, naturellement, dans la période dans laquelle j'étais en charge en Italie, et j'ai trouvé une personnalité vraiment exceptionnelle, soit sur le point de vue des relations entre États, de la grande big picture, des relations internationales, soit du point de vue personnel. Une personne qui, je n'ai jamais vu, une personnalité dans la politique étrangère, si je peux dire. À ce point. Quand le Premier ministre d'un pays européen parle avec le pape, il parle avec le chef du Vatican aussi. Il ne parle pas seulement en tant que catholique avec le pape. Et je n'ai jamais vu une personnalité de la grande scène internationale capable d'être si attentif aux aspects personnels des relations entre les gens. Des aspects d'être triste, d'être malheureux, d'être optimiste, pessimiste, de voir le futur d'une façon ou d'une autre. C'est une personnalité d'une sensibilité absolument unique. Et je pense que c'est surtout une personne qui est... il a la même sensibilité dans un tête-à-tête que la même sensibilité que quand il parle à 1 million de fidèles. Romain Masneau, RCF. Vous avez évoqué tout à l'heure d'un mot la question des crèches en France. Quel regard porte l'italien et le chrétien que vous êtes de la laïcité à la française, sur la laïcité à la française? Oh bon, ça c'est une question compliquée. Les Français sont persuadés que le monde entier nous envie notre laïcité. Est-ce que vous nous enviez notre laïcité? Disons que je suis à Paris depuis 4 mois seulement, donc je suis encore en apprentissage sur ces sujets. En plus, je suis à Sciences Po, donc dans le cœur du cœur de toutes ces discussions-là. Non, franchement, je suis très, très attentif à la façon dans laquelle la France fait évoluer sa réflexion sur le centre de la discussion, la relation entre l'État, les religions, dans un monde qui change, mais aussi dans des défis qui sont nouveaux, parce que les défis du fondamentalisme, du terrorisme, je pense qu'il faut être assez attentif. Moi, je suis entre ceux qui pensent, par exemple, qu'on est devant nous, on a une espèce de islamisation de la radicalisation, plutôt que de radicalisation de l'islam. On a une radicalisation qui est liée à une marginalisation d'une partie de nos sociétés qui trouve un kit, islam, Daesh, attentat, haine, assez facile à être dénoué, mais je ne pense pas que c'est autre chose de ce qu'on avait vu pendant des années dans d'autres scénarios. Donc, c'est une évolution, et je pense aussi, naturellement, je n'aurais jamais voulu vivre ça, mais pour moi, ça a été assez fort de vivre à Paris pendant les derniers 2 mois, les attentats du 13 novembre, tout ce qui s'est passé après, naturellement aussi les succès, la COP21. Paris a été l'exemple d'un grand succès. Oui, ça a été l'exemple d'un grand succès. Ouais. Ça m'a aussi poussé, par exemple, à Sciences Po, à organiser ce grand débat qu'on va avoir lundi prochain. On va mettre ensemble nos 1000 étudiants, on va les faire discuter avec 30 leaders du monde. Quelques-uns entre ces 30 leaders sont des candidats au poste de Ban Ki-moon.
le successeur des Nations Unies. du Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, va être décidé au mois de septembre. Et à Paris, le prochain lundi, on va discuter avec tous ces leaders quel sera l'agenda de ce nouveau secrétaire général de l'ONU. Est-ce qu'on doit avoir seulement un secrétaire ou est-ce qu'on doit avoir quelque chose de plus fort? Parce que le multilatéralisme est important dans le monde de demain. Une dernière question de Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, pour rester sur la laïcité, c'est plus simple en Italie, la laïcité? C'est plus Simple. Est-ce que ça existe en Italie, Enrico Letta, la laïcité? Est-ce qu'il y a un mot italien pour dire laïcité? Oui, absolument. C'est la laïcità. C'est un mot qui a été décliné de deux façons différentes. Une façon, c'est par ceux qui ont voulu le décliner d'une façon anti-catholique, et donc avec une espèce de haine contre le rôle de l'Église catholique, le Vatican et tout ça. Et d'un autre côté, laïcità, dans, disons, mon bagage culturel, ma tradition culturelle, c'est l'application de la séparation des plans de Maritain. Donc c'est l'idée que les catholiques qui sont dans les institutions doivent considérer, laïcità, ça veut dire que tu dois être Premier ministre, catholique, et ce sont deux plans différents dans lesquels, dans ta vie intérieure et personnelle, les deux plans se mêlent, mais il faut être capable de gouverner en tant que Premier ministre. Alors, naturellement, c'est un des grands sujets, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours vu que la pensée catholique et la pensée catholique qui vient de là, je répète, Maritain et Mounier, voilà, c'est là la source, c'est quelque chose de très moderne. Et il ne faut pas considérer que tout ça comme poussiéreux, le passé. Non, c'est très moderne. Ça parle aux gens d'aujourd'hui, de ce siècle. C'est pour ça que le pape est si important que ça, parce qu'il réussit avec son langage, ses messages, sa capacité de com à être de percer cette désattention, ce manque d'attention qu'on a aujourd'hui sur ces grands sujets. Merci beaucoup Enrico Letta. Je rappelle que vous avez été Premier ministre italien 2013-2014. Merci de nous avoir fait part de votre expérience et puis également de vos propositions pour l'avenir. Notre invité la semaine prochaine sera Dominique Perben, ancien ministre de la Justice, ancien garde des Sceaux, et l'un des soutiens de Alain Juppé dans la campagne pour la primaire de la droite et du centre qui aura lieu à la fin de l'année. Merci à vous tous de votre fidélité, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble de nos éditions de Face aux Chrétiens sur les sites de La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Merci à vous tous de votre fidélité et à la semaine prochaine.